Récemment, il y a un phénomène qui a vraiment fait le buzz, c'est les soirées maman sort danser. Ah oui, les fameuses fêtes qui finissent tôt. C'est ça. Le concept, c'est des soirées de 20h à 23h, une piste de danse exclusivement féminine, aucune logistique épuisante pour faire garder les enfants, et surtout l'opportunité de danser sans gérer le moindre regard masculin. C'est un vrai succès d'ailleurs. Complètement. Eh ben, c'est l'étincelle qui nous a poussé à écrire notre article qui est publié aujourd'hui. Notre mission pour cette plongée dans nos sources, c'est d'explorer une question qui fâche. Et si on appliquait cette méthode aux tables de jeux de société? Alors, ce qui est fascinant ici, c'est que c'est une idée qui heurte de plein fouet l'image hyper classique du milieu ludique. Bah oui, théoriquement on s'assoit, on lance des dés, l'ambiance est purement bienveillante quoi. En théorie, oui. Mais les recherches qu'on a compilées montrent qu'en réalité, la table de jeu devient très vite un espace où se rejouent toutes nos dynamiques de pouvoir habituelles. L'enjeu de notre analyse, c'est vraiment de comprendre pourquoi proposer de jouer uniquement entre femmes déclenche instantanément une tempête. Bon, on va décortiquer ça parce que je veux bien, mais le principe même d'un jeu de société, c'est que les règles sont identiques pour tout le monde, non? Oui, les règles écrites, oui. Et du coup, pourquoi ressentir le besoin de s'isoler? C'est un peu comme arriver dans un club de vacances pour jouer au ping-pong et qu'on exige soudainement un visa de joueur professionnel avant de prêter la moindre raquette. C'est une super métaphore. Et ce fameux visa invisible, il est brillamment documenté dans les études de Scott et Maloney de 2024 et 2025 qu'on cite en détail dans notre article. Culture, en fait, elle met pas un panneau explicite interdisant l'accès. Elle installe plutôt un péage dont les tarifs changent constamment. Genre, on demande pas la même chose à tout le monde. Exactement. On va par exemple exiger d'une nouvelle joueuse qu'elle connaisse les statistiques d'une carte par cœur pour prouver sa légitimité, alors qu'on pardonnera totalement à un joueur masculin de tenter un coup au hasard. Ah ouais, le fameux deux poids, deux mesures. Absolument. Il y a aussi cette habitude d'expliquer les règles de manière très insistante ou de commenter les coups en disant genre tu vas voir, c'est simple. Ce qui est super infantilisant en fait. Et qui fatigue mentalement à la longue, ouais. D'accord, donc le malaise est réel. Mais la solution du sas réservé, est-ce que ça crée pas juste un effet ghetto? C'est l'argument qui revient souvent, oui. Parce qu'on s'enferme entre soi et on règle pas du tout le problème à la racine, c'est-à-dire le comportement à la table mixte. D'ailleurs, dans notre article, on rappelle un cas concret très tendu, la ludothèque du Petit Saconnex à Genève en 2022. Oui, ils ont voulu organiser un événement non mixte de ce type, et ça a tourné au désastre. Une vraie levée de bouclier, quoi. Grave. La ludothèque a carrément dû annuler l'événement face à l'hostilité massive et aux menaces qu'ils ont reçues sur les réseaux. Et c'est là que la sémantique devient une arme à double tranchant. C'est-à-dire? Bah, parler d'une soirée interdite aux hommes, ça braque immédiatement une partie du public, car c'est perçu comme une punition injustifiée. En revanche, proposer un créneau réservé pour un besoin spécifique Ce qu'on appelle la mixité choisie. invite à comprendre la démarche plutôt qu'à s'en offusquer. D'ailleurs, dans ces textes, les chercheurs utilisent un terme très parlant, ils parlent de l'économie de justification. Un concept clé, oui. En gros, ça signifie qu'on économise l'énergie folle qu'on passe habituellement à prouver qu'on a le droit d'être là. On s'assoit, on joue, et on a le droit de rater une stratégie sans que ça devienne soudainement la preuve que les femmes savent pas jouer. C'est exactement le but. Même quand on n'a jamais ouvert une boîte de Catan de sa vie, on peut comprendre ce besoin d'air. C'est la même mécanique que les groupes de mentorat en entreprise finalement. Mais concrètement, comment les associations gèrent-elles ça sans que ça explose de nouveau? Les recommandations des chercheurs sont très pragmatiques. Déjà, faut des horaires qui ont du sens. Genre 18h30. C'est ça, pour pas pénaliser celles qui ont des contraintes familiales lourdes. Et surtout, ces soirées sont pas une fin en soi. C'est juste un outil ponctuel. Tout à fait. Créer cet espace sécurisé, ça dispense pas du tout les organisateurs de faire le vrai travail de fond. C'est-à-dire modérer les comportements toxiques et inclure tout le monde lors des soirées mixtes habituelles. Donc le vrai succès d'une soirée non mixte, paradoxalement, c'est quand elle finit par disparaître parce qu'elle a plus de raison d'être. C'est exactement ça. C'est un pansement qui est nécessaire aujourd'hui pour soigner un milieu qui se veut rassembleur, mais qui a encore besoin de s'ajuster pour l'être véritablement. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au final? Ça nous laisse avec une réflexion beaucoup plus vaste pour clore cette plongée dans nos sources. Je t'écoute. Si cette méthode du SAS de décompression temporaire est si efficace pour rééquilibrer des dynamiques de groupe dysfonctionnelles, Ouais? à quels autres espaces de notre quotidien, genre des open space, jusqu'aux réunions virtuelles, est-ce qu'on devrait oser l'appliquer dès demain? Voilà une piste fascinante à explorer pour ceux qui nous écoutent.